Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello, bonjour. Barry Saleho. On behalf of ICLEI Africa, the African Center for Cities, Our Future Cities, Red Cross Crescent Climate Center, and partners, we're excited to welcome all of you to the Rise Africa 2022 Action Festival. Rise Africa has been growing since 2020 as a platform for thinkers, doers, and enablers, committed to inspiring action for sustainable cities. This year's theme is creativity. Le thème de cette année est la créativité. Pour moi, cela signifie de communiquer la complexité des changements climatiques dans les villes à l'urbanisme galopant. En Afrique, nous avons un socle solide de créativité et une attention aux détails. Il y a tellement de personnes dans le continent africain qui sont créatifs dans leur manière d'aborder les défis. La créativité en Afrique, c'est accepter nos savoirs autochtones et créer de nouvelles choses. Il s'agit de redonner le pouvoir aux jeunes, aux groupes sur un continent où la population est majoritairement jeune. C'est une approche qui réunit tout le monde. Ce n'est pas forcément quelqu'un de haut placé qui est en dehors de la société. Ce que la prise en main signifie pour moi, c'est le changement de la base vers le haut. L'importance de l'urgence, c'est de reconnaître ce que nous devons parcourir et nous devons construire des villes plus productives et plus résilientes. Nous devons reconcevoir et désapprendre. 35 sessions de 135 provocateurs d'Afrique et du monde. Chaque session a pour ambition de présenter de nouvelles idées, lancer de nouvelles actions et des initiatives pour réunir les participants. Nous espérons que le festival vous inspirera et tout d'abord, nous vous invitons à partager l'expérience de votre entrepreneuriat. Relâchez votre potentiel. Rise Africa, c'est la traduction des idées en action. Dans quelles actions allez-vous vous engager au cours de ce festival? Avant que la session ne commence, sachez que vous êtes enregistré. En participant, vous acceptez d'être enregistré. Tous les enregistrements seront disponibles sur la page du programme à la fin du festival. La créativité est vitale pour l'avenir de nos villes. Nous vous invitons donc à entrer cette session dans un esprit de créativité et d'imagination. L'Afrique est fatiguée de se retrouver dans l'obscurité. Elle est fatiguée de naviguer contre les courants de l'industrialisation. L'Afrique me dit qu'elle est fatiguée de se reposer au feu du bois. Il est donc temps de faire sauter les compteurs. Éclairons l'Afrique, libérons son énergie pour libérer son potentiel. Accélérons le rythme cardiaque de son développement. Libérons son énergie pour libérer son potentiel. Transformons l'enveloppe énergétique de l'Afrique pour stimuler son développement. Car la nature nous a tellement gratifiés de ses richesses. Changeons l'histoire, éclairons l'Afrique, donnons un bout de lumière à chaque foyer en Afrique est une possibilité. Changeons l'histoire, éclairons l'Afrique. Libérons son énergie pour libérer son potentiel. Thank you. Merci. Bienvenue à tous. Mon nom est Melissa Sesengwe. Donc, bienvenue à la session d'utilisation de la technologie pour débloquer le potentiel de l'Afrique. Donc, je serai votre modératrice aujourd'hui. Comme nous l'avons dit dans la vidéo, veuillez noter que vous êtes enregistré et nous allons peut-être convertir aussi cette session en podcast. Donc, nous sommes tous habitués maintenant, mais désactivez votre micro, soyez respectueux.
mais communiquons les uns avec les autres, utilisons le chat pour les questions, les commentaires. C'est mieux quand nous sommes tous dans une seule pièce et nous essayons d'être engagés les uns avec les autres. Je ne veux pas juste me parler à moi-même. Cette session concerne la technologie et l'innovation locale pour se concentrer sur le développement. Nous avons fait cette session pour montrer les défis urbains de l'Afrique ainsi que de souligner les exemples de la technologie et comment on peut s'appuyer là-dessus de manière plus efficace en Afrique pour les défis et les opportunités de l'Afrique. J'ai deux orateurs aujourd'hui. L'un a un peu de retard, mais elle nous rejoindra tout rapidement. Nous avons Pierre Shawonorski de la Banque mondiale. Il est un spécialiste de la gestion des risques. Il est un consultant à la Banque mondiale et a contribué à du travail analytique sur des opérations en Afrique, en Europe et dans les Caraïbes. Il travaille sur les plateformes numériques, les données ouvertes, afin de soutenir la gestion des la réponse aux désastres et aux risques. Nous avons aussi donc une spécialiste de planning de développement urbain. Donc, elle travaille sur une unité au Kenya et elle travaille avec le réseau ASTA pour offrir son soutien aux activités des villes du réseau. Donc, pour la session d'aujourd'hui, nous allons essayer de faire quelque chose d'un peu différent. Nous allons commencer avec donc une vidéo. C'est une vidéo très brève d'un documentaire que nous avons produit. C'est un documentaire concernant les défis et les opportunités pour le développement en Afrique. Donc, Émilie, vas-y. Et merci à vous tous pour nous avoir rejoints. I think the challenge here is to look for whether we can innovate. I think we're just seeing half the screen, or is it just me? We have huge real-life challenges in Africa, and even pre-COVID, the levels of poverty, inequalities we've been dealing with, I think, have simply been unsustainable, and that's we have to use all of the resources we've got to address these issues. We're facing huge unemployment. I think it's now standing at 42%. That's huge, right? And most people that are unemployed are young people, as well as women. In fact, women in the latest statistics. So there's two big challenges. Amélie, I can show it if you're having trouble. Je peux la montrer. Okay, let me just try. Is it good? Africa abounds with creativity. There's so much L'Afrique est pleine. that I don't even think the challenge here is to look for whether we can innovate. We are constantly innovating. The question is, how can we leverage it to address the challenges that we really have? And African cities have many challenges. We have huge real-life challenges in Africa, and even pre-COVID,
The levels of poverty, inequalities we've been dealing with, I think, have simply been unsustainable. And that's compounded, obviously, with the challenges then of climate change, biodiversity issues, now health pandemics. We have to use all of the resources we've got to address these issues. We're facing huge unemployment. I think it's now standing at 42%. That's huge, right? And most people that are unemployed are young people, as well as women. In fact, women in the latest statistics. So there's two big challenges. In terms of challenges, I would say one, limited access to the planning purposes. Two, limited human resource capacity at the municipal level to implement some of the plans. Three will be limited funding for infrastructure projects. And then four is the top-down nature of government sometimes. Personally, I see constraints as opportunities. And I see what amazing things that can create. And that kind of mindset, I find it a lot among the cities I work with. When you start to investigate and look closely on the ground, there is so much happening, and there are so many champions of innovation, both in civil society and in government. And we found that, you know, especially where officials are passionate about a project or about a particular issue, there is so much opportunity. In terms of opportunities, I would say the biggest is Africa's young entrepreneurial population, and then the growing access to broadband that can be used that can enable access to digital services. And beyond that, also having potential performance standards related to, you know, how many startup partnerships do you have as a public sector institutions, and also making sure that the policy allows for, you know, utility service providers or municipalities to form partnerships with innovators to improve their service offering, because oftentimes there's kind of like a chicken and egg where, you know, the public sector says, okay, the institution that we partner with has to have a track record of implementing solutions for at least 10 years. And then obviously that creates barriers to new innovators. And it also creates often barriers to the local innovators, because oftentimes, you know, the firms that are out there providing these services already tend to be from sort of more established markets. We are dealing with a policy environment that is antiquated to the time and space that we're in. And what we're doing right now is, you know, going through a review of some of these policies that actually are inhibiting us from being able to accept young tech and future things that are coming out without going through, as he said, this bidding process. And the bidding process, there is a frustration even for us, because, you know, it really limits you to, as you said, all of these criteria that really is applicable to your more medium and large size businesses. One example would be in eThekwini, which is the Billhaven Harm Reduction Center. And I guess, you know, the technology here isn't particularly innovative. It was taken and kind of medical research that already existed. But what was innovative about this was that government identified something that was already happening and being championed by NGOs who really know the sector best. And what the government officials from eThekwini were able to do was to support the project without being drivers of the project, and for them to understand that there are other people who are experts and who know best and who have the passion and know how to undertake this very complex and collaborative approach to dealing with substance abuse. So if I had one big idea for how to use innovation in Africa to address sustainability and development challenges, it would be partner, partner, partner. Partner with the non-state actors, figure out how to make that work. There are a lot of amazing capabilities in the tech
space, but also other non-tech innovations in civil society? Another key element is it is a bit linked with leadership, but it's not. It's more a question of position and mentality, which is for the city administration, the city leaders to accept the fact that they should be brokers and facilitators for the environment, the ecosystem that is on their territory. I think the biggest institutional ingredient, it's not whether or not you have managed to have a plan or a business plan or a budget and the council meetings are taking place, right? I think you need a bunch of gutsy leaders. Embrace failure, because failure is absolutely necessary if we're going to innovate. And it's counterintuitive because, you know, our performance management systems don't want us to fail. But I really believe it's the only way to create an innovative culture. Thank you very much. Merci beaucoup. J'espère que vous avez beaucoup apprécié ceci. Nous avons mis beaucoup d'efforts pour faire ceci. Je vois que Joyce nous a rejoint. J'espère, voilà, je pense que nous allons continuer. Et je vais vous passer la parole d'abord, Pierre. Encore, Pierre vient de Open Cities Africa, qui est un projet de la Banque mondiale, et je pense que vous nous en direz plus. Merci, Pierre, et bienvenue. Merci beaucoup, Mélissa. Merci pour l'invitation. Je vais partager mon écran. Voilà, vous pouvez voir à présent mon écran. Oui, nous pouvons le voir. Donc, allons-y. J'aimerais me présenter à nouveau. Je suis Pierre Chanowski. J'appartiens à une unité qui est donc en charge de s'occuper et de soutenir les villes et les pays sur la gestion des risques de catastrophes et sur l'adaptation au changement climatique. Donc, nous soutenons des programmes et nous travaillons aussi avec d'autres partenaires. Nous savons tous que nous avons besoin d'informations afin de planifier le développement urbain. Nous savons que c'est difficile de faire ceci. Vous avez besoin d'informations sur la population, sur les actifs, sur les bâtiments, sur les infrastructures, afin de pouvoir planifier tout ceci. Quand vous travaillez sur un nouveau projet de développement, vous devez régler toutes les problématiques de votre ville en termes du risque d'inondation, de hausse du niveau des mers, toutes ces choses qui ont trait au changement climatique. Vous allez devoir collecter beaucoup de données. Donc, le programme que nous avons établi permet de soutenir ceci. Mais ce n'est pas juste une grande technologie, c'est quelque chose qu'on peut faire partout. La manière dont ça a été fait jusqu'à présent pour récolter de l'information. Donc, c'était une approche très top-down. Donc, nous devons récolter des données et puis vous avez ensuite vos données. Donc, si je prends l'exemple des recensements, dans la plupart des pays, c'est encore un effort très intensif. Vous ne pouvez pas attendre 10 ans pour un nouveau recensement. Donc, vous avez besoin de beaucoup de données. Et pour ceci,
Vous pouvez mettre en place donc vous devez faire en sorte que les données ne soient pas mal utilisées. Vous devez fixer un cadre. So that's really, I think, the idea of the approach that we try to put in place. To have a methodology for data collection that is Nous devons avoir une méthodologie pour la collecte des données qui est réplicable, qui est aussi durable, en utilisant des approches open source, en utilisant des technologies numériques également. Vous devez vous assurer aussi que ça peut être fait par à peu près n'importe qui au niveau de la ville avec quelques compétences. C'est un aspect très important. L'information peut être localisée en ce sens qu'elle peut capturer le contexte local, quelque chose que vous ne pouvez pas voir au niveau d'un satellite. Donc, tout ceci est très simple. Voilà, le défi était de développer la méthodologie. Nous avons développé le programme Open Cities Africa. C'était un programme afin de soutenir des villes, ça permet de collaborer afin de faire de la collecte de données. Nous travaillons avec la ville afin de capturer des données sur, par exemple, la montée du niveau des mers. C'est une menace pour la ville. Ils ont besoin d'informations afin de faire de leur mieux pour ce développement. Nous avons soutenu 16 villes en Afrique à ce stade. Le projet a duré de 2018 à 2020. Nous avons beaucoup appris. Tout d'abord, quelques mots sur les données sur les villes. Je ne vais pas vous apprendre quoi que ce soit ici, mais l'Afrique est un continent qui s'urbanise très rapidement avec beaucoup de dangers et de vulnérabilités. Beaucoup de villes qui se développent très rapidement sans planification appropriée, avec beaucoup de dangers comme les inondations, les glissements de terrain, ainsi que la montée du niveau des mers. C'est beaucoup à gérer. Le problème est que l'Afrique est également un continent qui est différent de l'Europe. En Europe, vous avez 80% du continent qui est cartographié. En Afrique, ce n'est pas le cas. Ça progresse, mais ce n'est pas suffisamment. Vous avez besoin de plus d'informations afin de pouvoir agir. Et non seulement vous avez besoin de plus d'informations, mais vous avez besoin de plus de personnes qui peuvent mener des activités de collecte de données. Donc, des personnes qui ont des compétences numériques et qui peuvent comprendre ce qu'il faut faire. Et pour ceci, encore une fois, nous avons conçu une approche qui n'est pas seulement pour le type de données que vous allez récolter, mais aussi pour tout ce qui est augmentation des capacités afin que les personnes collectent les données pour avoir des opportunités de réseau, pour pouvoir apprendre de leurs pairs. En plus de cela, afin de pouvoir le faire de manière à apprendre donc quels sont les risques quand vous faites de la collecte de données, quels sont les risques donc qui ont trait à ceci. Donc, nous avons rassemblé tout ceci à travers une approche que nous avons appelée la méthodologie Open Cities.
Ça permet de soutenir les communautés afin de créer des groupes de données qui améliorent les bâtiments ou le reste. Donc, tout ce que la ville peut fournir. Nous avons aussi soutenu la communauté afin de soutenir les outils qui avaient du sens et afin d'avoir des informations comme les données analytiques pour avoir des scénarios sur le changement climatique et la manière dont vous allez aider votre ville afin de s'adapter pour trouver des solutions. Et si je mettais plus d'arbres dans ma ville, est-ce que ça peut aider avec la chaleur extrême? Donc, c'est le genre de choses que vous pouvez faire quand vous avez le bon type d'information. Et finalement, afin d'aider les personnes de ces villes, afin de bâtir leurs propres compétences et d'avoir des possibilités pour trouver du travail, parce que de plus en plus, il y aura donc des opportunités de travail, donc c'est très important pour nous. Très rapidement, le programme Open Cities typique était que nous commencions d'abord avec une évaluation du problème. Nous regroupions toutes les parties prenantes ensemble pour travailler sur le problème et essayer de définir quelles étaient exactement les informations. Et puis, nous allions faire la récolte de données, les activités de cartographie. C'est toutes les petites applications que vous pouvez avoir en ligne ou hors ligne. Donc, c'est une approche très traditionnelle. Donc, tout d'abord, donc, il y avait un réseautage. C'est un sens de communauté. C'est quelque chose que vous voyez dans une présentation. C'est quelque chose que vous avez mentionné, le concept de partenariat que vous pouvez apprendre de différentes villes est très importante. Donc, nous avons organisé des conférences, nous avons organisé des événements, nous avons créé une plateforme où les gens pouvaient interagir en ligne les uns avec les autres. Nous avons eu des opportunités de rencontrer tout le monde, d'apprendre concernant les problématiques au Cameroun, au Sénégal, à Kinshasa. C'était vraiment une excellente expérience. So, of course, local governments, the municipalities, local agencies, universities. That's very important to, integrate like education. C'est très important d'inclure les universités et nos partenaires du secteur de l'éducation, ainsi que les communautés locales, donc des personnes qui viennent d'établissements, des preneurs de décision. Ils ont besoin d'être intégrés dès le départ du projet. Et ensuite, nous avons créé une cartographie, laquelle a été faite de deux façons différentes. Et elle a été faite d'abord à distance, donc nous utilisions les images satellites. Et ensuite, nous avons fait la cartographie par ordinateur. Donc ça, c'était la première partie de la cartographie. La deuxième partie, c'était sur le terrain. Donc, il s'agissait d'obtenir des informations que l'on ne pouvait pas obtenir de par les images satellites. Donc, par exemple, la vision de la rue qui nous permet de voir l'état des bâtiments. Donc, voilà ce que nous avons fait. Donc, en termes de résultats, nous avons pu soutenir plus de 1600 personnes en charge de la cartographie. Donc, les personnes ont appris la méthodologie, comment cartographier leur ville. Nous avons obtenu des retours de plus de 1000 citoyens sur les possibilités de ces cartes.
et environ 40% des participants étaient des femmes et des filles. C'était très important pour nous. Et en ce qui concerne, bien sûr, pour nous, nous sommes la Banque mondiale, donc l'idée, c'était vraiment pour toutes ces données d'informer les projets d'investissement. Je crois que quoi qu'on fasse, c'est toujours important de garder à l'esprit comment nous prenons toutes ces informations en compte et comment est-ce que celles-ci peuvent informer d'autres investissements en cours ou peut-être aider à obtenir davantage de fonds. Et cela peut convaincre des bailleurs d'investir des fonds. Alors, pourquoi faisons-nous cela? Nous avons vu de nombreuses technologies en développement, par exemple le machine learning, l'intelligence artificielle, mais aussi il y a eu de nombreux projets. Il y a davantage de données satellites exactement. Ce qui était important pour nous, c'était d'essayer de continuer à soutenir les communautés locales, mais de le faire d'une façon qui intègre ces nouvelles technologies disruptives. Donc, par exemple, nous avons le partenariat Planète numérique, Terre numérique, Digital Earth. L'idée, c'est vraiment de tirer des enseignements de la cartographie communautaire et d'intégrer ce que l'on peut obtenir de la part des satellites. Pour ce faire, nous avons une approche mixte où nous continuons de former des gens sur le terrain à la cartographie communautaire, mais en plus des données qu'ils recueillent, nous n'obtenons pas ces données de façon traditionnelle, mais nous formons également l'intelligence artificielle. Vous savez maintenant qu'il est possible de reconnaître des bâtiments depuis le ciel, mais bien sûr, si vous formez l'intelligence artificielle aux États-Unis et que vous souhaitez appliquer les mêmes principes dans une ville africaine, cela ne va pas fonctionner, évidemment, parce que vous n'avez pas formé votre intelligence artificielle avec les bonnes données. Donc, vous avez besoin de données locales, du contexte local et de personnes qui connaissent ces spécificités. C'est la raison pour laquelle nous avons toutes ces données sur l'intelligence artificielle. Celles-ci peuvent être adaptées, développées pour le contexte local des villes africaines. Je vais vous donner 3 exemples pour clore ma présentation avec les nouvelles technologies que nous avons utilisées récemment. Donc d'abord, les cartographies de chaleur qui sont le résultat des chaleurs extrêmes dans de nombreuses villes africaines. Donc, ce que nous avons fait en Afrique du Sud, à Johannesburg et à Ekurhuleni, nous avons soutenu des communautés afin qu'ils recueillent des informations sur la chaleur et l'humidité des températures, afin qu'ils puissent produire ce qu'on appelle une cartographie de la chaleur des villes. Et non seulement ont-ils pu faire ça avec leurs propres capteurs, mais aussi en utilisant de nouveaux modèles, en les combinant pour pouvoir voir à quoi la ville ressemblerait dans 30 ans, dans 40 ans. Donc, ce sont vraiment des informations très utiles. Si vous souhaitez planifier votre développement, si vous souhaitez voir où vous souhaitez planter des arbres, ou comment réduire la chaleur des villes dans les nouveaux systèmes de transformation, par exemple. En Tanzanie et au Sierra Leone, nous avons lancé d'autres pilotes, cette fois-ci sur les canopées à distance. Il est très utile de cartographier les solutions également. Les communautés, les villes souhaitaient, dans ce cas-là, faire une cartographie des arbres, car ils ont de très nombreux bénéfices. Ils peuvent aider à éviter l'érosion, ils peuvent contribuer à réduire le changement climatique, évidemment. Donc, nous avons travaillé avec ces communautés locales pour cartographier les arbres au sein des villes grâce
à des algorithmes ou des modèles de machine learning qui peuvent capter avec une haute précision tous les arbres urbains ou ce que l'on appelle les canopées des villes. Et le dernier exemple, au Mali, nous avons cherché à identifier des sites de décharge illégaux ou qui soient mal gérés, par exemple, à travers la ville, pour pouvoir les nettoyer, mais aussi comprendre pourquoi il y avait tellement de déchets à ces endroits-là de la ville. Donc, nous avons essayé d'obtenir ce type d'information et une fois de plus, nous avons utilisé les données satellites et une application qui s'appelle MapSwipe, où on peut simplement cliquer sur notre téléphone portable et dire « Là, je pense qu'il y a une décharge » et les personnes peuvent vérifier et confirmer ou pas. Donc, c'est très facile à faire. On peut le faire sans aucune connaissance numérique. Et ensuite, nous travaillons avec plus de 100 participants pour ce faire. Donc, en guise de conclusion, une fois de plus, je crois que les données peuvent vraiment créer des opportunités pour être en contact avec des personnes très différentes à travers nos villes, pour pouvoir commencer à travailler sur le développement urbain et des projets de développement urbain. Je pense qu'on nous forme également à faire cela. Il s'agit d'enseigner à ces personnes comment travailler avec ces technologies, mais nous devons également leur apprendre à intégrer cela à leur processus, parce que je pense que nous allons avoir beaucoup de demandes pour des compétences comme celle-ci à l'avenir, et je pense que c'est une bonne façon d'introduire les jeunes à ce type de technologie. Donc pour nous, c'est également très important. Lorsque l'on voit des personnes qui peuvent ensuite obtenir un emploi grâce aux compétences que nous leur avons enseignées. Donc voilà, pour moi, une fois de plus, je serais ravie de répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Je crois qu'il y a une question dans le chat, mais n'hésitez pas à poser vos questions, envoyer vos commentaires. La première question est, quels sont certains des défis auxquels vous avez été confrontés lorsque vous avez obtenu des données de différents pays, en particulier en ce qui concerne l'aspect réglementaire? C'est une bonne question. J'ai oublié de mentionner quelque chose. Pour les types d'informations de base, nous utilisons souvent des cartographies ouvertes. On peut ajouter des bâtiments, on peut ajouter des arbres, etc. Tout le monde peut participer à ces cartographes. Donc, c'est un processus assez facile. Mais nous avons eu des défis lorsqu'on souhaitait trouver certains bâtiments particuliers. Dans mon nombre de villes, on ne les voit pas. Donc, on travaille avec les différents acteurs des villes pour essayer d'obtenir les bonnes impressions, en particulier les bonnes données, en particulier en ce qui concerne les drones. On a eu un autre problème avec les données confidentielles. Il n'y a pas de loi pour les données confidentielles en Afrique, donc il était important d'avoir un cadre très solide pour la protection des données. Par exemple, il faut demander le consentement si on recueille des données sur les personnes. Et on doit s'assurer qu'on minimalise la quantité d'informations que l'on recueille de la part de ces personnes pour être sûr de ne pas recueillir des données qui pourraient tomber entre les mauvaises mains, être utilisées à mauvais escient ou qui ne sont pas appropriées, tout simplement. Donc, il y a de nombreuses méthodologies pour le faire. Il y a beaucoup d'organisations qui partagent ces méthodologies, mais je crois qu'il est important d'avoir le soutien des gouvernements locaux et des gouvernements, les aider aussi à mettre au point leurs propres règles de recueil des données privées. Je crois qu'il y a une autre question ici. Je crois que c'est lié à ce que vous venez de dire concernant la protection des données. Il nous demande
Buledani demande qui devient le propriétaire des données. Est-ce que cela varie d'un pays à l'autre ou d'une société à une autre? C'est une question très importante. Pour nous, il est crucial que le propriétaire du produit final soit quelqu'un de la ville. C'est la première chose. Nous voyons trop souvent des données qui sont captées sur les habitants d'une ville et qui sont ensuite détenues par une organisation internationale ou une entreprise, et nous ne pensons pas que c'est la bonne façon de gérer les choses. Si vous souhaitez gérer votre propre ville, vous devez également gérer vos propres données. Mais ensuite, les clients nous demandent parfois qui va détenir les données sur notre ville. Et là, vous avez différentes options. Vous devez parler à différentes personnes. Vous devez également vérifier les réglementations. Qui sont les personnes qui sont censées donner des données? Qui détient les données sur les infrastructures? Peut-être la municipalité. Sur le recensement, c'est peut-être une agence statistique. Qui détient les données climatiques? Peut-être que c'est une agence météorologique. Donc, il est très important de comprendre qu'il est important de travailler sur les questions de droit de propriété intellectuelle. Et c'est la raison pour laquelle nous aimons également travailler avec des partenaires externes dans ces localités, parce que parfois elles sont les seules à pouvoir faire avancer quelque chose, faire inventer par exemple un recueil de données, etc. Je crois que Natacha, Joyce et Nati, je vais revenir sur vos questions au cours de notre discussion. Je crois que maintenant, nous pouvons donner la parole à Joyce. Joyce Mavungo vient du réseau ASWAG. Elle va nous faire une présentation. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Pour notre public, Joyce voyage depuis l'aéroport à l'heure actuelle, donc il faut que l'on se montre indulgent. Je vous prie de m'excuser de m'être jointe à vous un petit peu tardivement et d'être sur mon téléphone mobile. J'essaie d'être le plus efficace possible parce que mon vol a été un petit peu retardé, donc je ne suis pas arrivée à l'heure à laquelle j'espérais arriver. Mais je suis sûre que tout va bien se passer. Donc, je vais partager mon écran avec vous et je vais commencer ma présentation. Je ne peux pas partager mon écran avec vous. Voilà. Merci. You can see my screen? Yes. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? My Zoom is not working properly. Malheureusement, je n'arrive pas à faire fonctionner l'application correctement. D'accord. Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité aujourd'hui pour parler et présenter le réseau africain. Nous avons travaillé avec CTM depuis plusieurs mois maintenant et ça a été particulièrement fructueux. Je me présente rapidement. Je suis Joyce Mavungu. Je travaille comme chef de projet pour la ville, pour le projet Aston. Le réseau Aston est un réseau de 11 villes africaines qui travaillent de concert pour numériser leurs services afin de construire des villes plus inclusives et durables pour tous leurs citoyens. Donc, nous travaillons avec ces 11 villes depuis septembre 2019. Le réseau est financé par
l'AFD, l'Agence française du développement. Et il est inspiré et suit la méthode du réseau urbain qui s'appelle Urbact. Nous avons ces trois principes clés. L'intégration, laquelle doit être verticale et horizontale, au niveau municipal et aussi au niveau national lorsque faire se peut. Tout doit être participatif, les citoyens doivent être impliqués. Le son de l'oratrice est difficile à entendre, donc cela rend l'interprétation difficile. On doit se concentrer sur l'apprentissage pour résoudre des problèmes liés aux défis locaux et à la situation locale, à la réalité locale. Nous avons ces trois piliers qui ont été établis au départ de ce projet, donc le renforcement des capacités, les solutions locales et l'apprentissage. C'est vraiment lié à ce que Pierre nous a présenté tout à l'heure. De septembre à décembre, il y a eu 3 phases. La première était la phase d'exploration, au cours de laquelle les différentes villes ont exprimé leurs besoins, leurs défis. Et la phase 2 était une phase d'engagement. Il s'agissait d'engager les différents acteurs, de les impliquer pour qu'ils fassent part des différentes choses sur lesquelles ils souhaitaient travailler. Je vais vous présenter cela un petit peu plus tard. Et nous sommes actuellement dans la phase 3, c'est la phase d'expérimentation. Joyce, malheureusement, je crois que nous vous avons perdu. Peut-être que ce n'est que moi. Est-ce que vous pouvez me confirmer si ce n'est que de mon côté ou que nous l'avons perdu? Yeah, Joyce, I think we've just lost you a bit. Joyce, je crois que nous vous avons perdu. Joyce, est-ce que vous m'entendez? Je confirme que nous n'entendons plus Joyce. Je vais essayer de la recontacter et de voir ce qui se passe de son côté. Je pense que ce que l'on peut faire en attendant Joyce, c'est que Pierre, vous pouvez répondre aux autres questions qui vous étaient destinées, si cela vous convient. Oui, bien sûr. Alors, je crois qu'il y a une question de la part de Natacha. Est-ce que les données sont intégrées aux données des gouvernements locaux et des villes? La réponse facile serait de vous dire que ça dépend. Ça dépend de nombreux facteurs. Mais c'est toujours un défi. C'est un défi parce que, une fois de plus, vous avez cette question de propriété des données. Donc, il est difficile de généraliser. Alors, prenons un exemple. Il s'agit d'une municipalité qui a ses propres cartes et vous commencez à créer vos propres cartes. Donc, bien sûr, idéalement, il faudrait pouvoir combiner ces deux données pour pouvoir améliorer les cartes de la ville. Mais il pourrait peut-être y avoir des conflits de licence. Vous allez peut-être avoir des problèmes en ce qui concerne les normes utilisées, mais aussi, et c'est très courant, il y a une réticence à utiliser les données qui ne leur sont pas propres de la part des municipalités. C'est bien souvent le cas avec les municipalités. Donc, je dirais que, évidemment, et je crois que c'est également dans la philosophie de la Civic Tech et des données open source,
il faut avoir la possibilité de fusionner différentes informations pour améliorer la base en commun. Mais cela requiert beaucoup de conversations, beaucoup de dialogue, beaucoup de pédagogie pour expliquer aux propriétaires. Parfois, ils obtiennent aussi des fonds en vendant leurs données, donc il est difficile pour eux de comprendre que c'est dans leur intérêt d'externaliser ces données. Donc voilà ce que je peux vous dire. Mais aujourd'hui, nous voyons de plus en plus d'exemples où nous voyons des municipalités, des universités qui utilisent beaucoup de sources d'informations différentes. Et c'est une excellente chose parce qu'au final, c'est pour le bien de la population. Donc, il vaut mieux ne pas dépendre d'une seule source d'information. Je pense que je vais demander à Nati de poser sa question à l'oral pour que ce ne soit pas toujours moi et ma voix que vous entendiez. Nati, vous pouvez prendre la parole. Bien sûr, avec plaisir. Donc, ma question avait trait à la fréquence de ce type de défi. Donc, parfois, est-ce que vous demandez à une personne d'obtenir des données à un moment donné? Qu'est-ce qui se passe dans le système si vous devez mettre à jour ces données? Comment faites-vous pour vous assurer que les données fournies sont les bonnes? Tout dépend du type d'information. Par exemple, si vous souhaitez suivre le développement d'établissements urbains, eh bien, idéalement, vous voudriez être sûr de mettre à jour votre base de données tous les ans. On ne peut pas gérer un programme au cours de 5 à 10 ans, rien que pour ça. Donc, au cours de votre programme, vous devez mettre au point les bonnes procédures et former les personnes afin qu'elles soient capables de faire avancer ce processus et de continuer à mettre à jour les informations. Donc, bien sûr, c'est la partie délicate parce que vous ne savez pas qui va continuer ce projet. S'ils vont pouvoir avoir le nécessaire pour leur base de données. Donc, c'est crucial au départ. Et vous ne devez pas vous dire, bon, très bien, je verrai ce problème-là à la fin du projet, tout va bien. Non. Dès le départ de la conception de votre programme, vous devez commencer à réfléchir à la façon dont vous allez soutenir la durabilité de votre projet. Ça fait partie du processus. Et je crois que l'un des facteurs de réussite clé, c'est de s'aligner avec des institutions établies dans vos villes. Donc, que ce soit une communauté tech locale, une ONG, un service d'une municipalité qui va faire avancer ce processus. Si vous avez ce type de personnes à disposition, travaillez main dans la main avec eux. Assurez-vous qu'ils seront prêts à continuer ce processus. Merci. Je crois que Silly a également une question. 2 questions. Silly, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Oui, bien sûr. Pardon, j'essayais de m'assurer que vous pouviez m'entendre comme je suis en déplacement. Donc, la première question avait trait au travail avec les partenaires locaux pour essayer de comprendre quels sont les facteurs de réussite clés pour cette collaboration. On ne peut pas toujours anticiper quels seront les défis. Donc, voilà la première question. La deuxième question a trait aux villes qui souhaitent participer à ce projet. Ont-elles besoin d'avoir une idée formalisée de leur projet ou est-ce qu'il y a aussi un aspect coordinatif au projet? Concernant la première question, donc comment identifier les partenaires locaux, c'est assez organique. Tout dépend d'une ville à l'autre.
Mais on a toujours ce que l'on appelle une carte des parties prenantes. Nous essayons d'identifier toutes les parties prenantes potentielles pouvant contribuer au projet, soit parce qu'ils ont un mandat pour le faire ou parce qu'ils ont les compétences, les capacités, l'expérience pour travailler avec ce type de données spécifiques. Il est important de vraiment penser à toutes les personnes qui pourraient contribuer. De ne laisser personne de côté, mais tout dépend également de la dynamique locale. Et on ne peut pas vraiment apprendre ça dans un livre ou par des indiens qu'il faut se rendre sur place, parler avec les gens, comprendre leurs interactions, ce type de choses. Il est également important de ne pas formuler vos idées qui pourraient avoir l'air d'être bonnes, mais du fait de problèmes dans les relations entre les locaux, etc., eh bien, ce ne serait pas possible. Il est vraiment important d'être à l'écoute. Rendez-vous sur place, écoutez les gens, voyez avec qui ils souhaitent travailler. Au final, ce n'est pas à vous de prendre les décisions. Vous êtes simplement un guide dans ce processus. Concernant la deuxième question, nous n'avons pas de processus formel d'engagement, mais bien évidemment, nous allons travailler avec des villes où il y a des projets de la Banque mondiale, de développement urbain. Mais si vous travaillez avec une ville qui est intéressée par la méthodologie, dites-nous ce que nous pouvons faire. Peut-être qu'il y aura un projet de la Banque mondiale ou d'un autre partenaire qui sera intéressé à investir et nous pourrons travailler ensemble. Voilà. Contactez-moi et nous aborderons cette question. J'ai une dernière question. Si je peux me permettre une dernière fois. En ce qui concerne le partage de l'information, le rayonnement de l'information et de la cartographie, comment faites-vous pour que les citoyens puissent également avoir accès à ces informations sur leur ville? So we do have a website. Actually, I forgot to share. I will share in the chat. Open Cities Project. Je vais partager ça dans le chat. Any dataset that could be released as open qui pourraient être fournies comme sources ouvertes sont fournies comme sources ouvertes. Donc, vous pouvez trouver les liens sur le site Internet. Si nous développons des outils, we publish the code source. Nous publions le code source de telle manière à trouver ces outils et à les utiliser. La méthodologie aussi est open source. Nous utilisons la méthodologie. Vous pouvez utiliser la méthodologie OpenCity. Donc, nous essayons vraiment de documenter beaucoup de choses. Pour chaque ville, où il y a donc un résumé des problématiques, des données que nous faisons, etc. Nati just had one follow-up question. How do you choose your localized partners and Comment what? est-ce que vous choisissez vos partenaires localement et de quel type d'expertise ont-ils besoin? Yeah, so I think I already addressed a bit that one. Je pense que j'y ai déjà répondu en partie le type d'expertise que nous cherchons. So three types. Il y en a trois types. One, you need the stakeholders. Tout d'abord, vous avez besoin de parties prenantes qui ont un mandat officiel pour gérer les villes. Ça va être les municipalités, peut-être les agences pour le développement urbain. Puis, vous avez besoin de personnes avec des compétences pour le développement, la résilience, l'adaptation au changement climatique. Ça peut être des chercheurs, des experts universitaires. Et nous espérons que vous pourrez avoir de bonnes universités qui couvrent donc la ville.
Le troisième type d'experts sont donc les geeks, les personnes responsables des données. La plupart des villes en Afrique ont donc des communautés d'open source, d'open data. Et c'est normalement le type de gens que nous ciblons. I'm sorry, everyone. I don't think Joyce Je is. suis désolée, je ne pense pas que Joyce va pouvoir nous rejoindre. Est-ce que vous m'entendez? C'est vous, Joyce? Oui, c'est moi. Are you able to carry on? Est-ce que vous pouvez poursuivre? Non, parce que je rejoins avec mon téléphone. Je pense que j'ai perdu ma connexion Internet. Donc, je vous rejoins avec mon téléphone. Est-ce que vous aimeriez que je partage vos présentations? Oui, je ne vais pas pouvoir voir ce que vous montrez. Mais je peux parler brièvement de ce que j'allais présenter. Ce que nous allons faire, c'est que je vais partager toutes les planches avec les participants et à ce moment-là, elle peut juste parler de ce dont elle allait parler sans les planches. Merci et encore une fois, désolé pour tous les problèmes. Comme je le disais, nous avons travaillé avec 11 cités dans des clusters thématiques. Donc, nous avons travaillé avec la ville de Bamako, Mali, une ville au Mozambique, Kumasi au Ghana également. Donc, là, nous avons une participation citoyenne. Nous avons travaillé aussi avec la ville de Kigali au Rwanda. Nous avons travaillé aussi avec Semipochi au Bénin et Nouakchott en Mauritanie. Nous avons travaillé aussi avec Kampala en Ouganda, Lagos au Nigeria et Niamey au Niger. L'idée du projet, c'est qu'une fois qu'ils ont identifié ces défis dans le domaine thématique, de faire en sorte qu'ils développent un plan d'action local où ils peuvent expliquer comment ils s'impliquent avec ces défis, ce qu'ils veulent développer, combien ça va coûter, quel type d'action ils vont devoir mener. Nous les avons également mis en contact avec des experts locaux et des experts internationaux afin de les aider à avoir des plans locaux très solides pour trouver des fonds afin de mettre leur contenu en place, mais aussi pour avoir un écosystème local plus fort. Some of our milestones have been the kickoff in Kampala in October 2019. Nous avons travaillé à Kampala en octobre 2019. Nous avons pu faire des visites dans 9 des 11 villes. Certaines des réunions ont eu lieu physiquement, la plupart ont été menées virtuellement en raison de la COVID, mais nous avons pu parfois nous rencontrer en personne et avoir des formations et des ateliers en personne ainsi qu'en ligne. Pour être très concret, ce que nos différentes villes font, c'est qu'à Bamako, par exemple, ils sont dans un processus pour développer des plateformes du gouvernement avec des paiements mobiles. Par exemple, donc les personnes qui ont des véhicules à 2 roues doivent payer tous les ans. Ils le faisaient manuellement et ils devaient se déplacer jusqu'à la mairie pour payer ces taxes. Je suis désolée, nous n'entendons plus l'oratrice. Of
the entire text collection and management system with the creation of a data center. In Bulgaria, they are working on a platform. Ils travaillent aussi pour le développement d'une plateforme pour fixer des rendez-vous médicaux. Donc, ce n'est pas juste des solutions numériques, c'est également des solutions spéciales parce que certaines personnes qui ne sont pas très compétentes travaillent aussi dans le développement et la gestion de plateformes de services pour les plaintes des citoyens. À Kigali, ils travaillent sur la réduction de la fracture numérique. À Kampala, ils développent une plateforme de reporting. À Niamey, c'est une plateforme de paiement mobile pour le paiement des taxes mensuelles des taxis. À Nouakchott, ils travaillent sur une plateforme de consultation de la carte de la ville. Et ailleurs, ils travaillent sur une plateforme de stockage des données. Donc, j'avais prévu de montrer une capture d'écran de la plateforme que Kampala a développée. Voilà, ils aident aussi à gérer la collection des déchets. C'est une application qui sera utile pour les municipalités locales parce qu'elles pourront suivre les routes, donc les chemins pris, ce sera utile pour les conducteurs. Mais ça peut être aussi une application que les citoyens peuvent utiliser afin de suivre les parcours des conducteurs et pour aussi rapporter si il y a des points noirs. Ça me fait penser aussi à la présentation qui a été faite sur Bamako. Toutes ces solutions, tous ces projets nous ont permis d'aider à aider les villes avec leur écosystème technologique, avec différents startups. C'est intéressant parce que dans certains pays, il n'y a aucun cadre spécifique. Donc, ça permet de répondre à des questions concernant la législation et le développement de tous ces cadres juridiques. Ça a été très intéressant. Pour l'instant, toutes les villes sont en train de se réunir à Bizerte en Tunisie. C'est pour ça que je suis en train de me rendre là, pour voir comment nous pouvons travailler ensemble pendant 3 jours afin de faire un partage de meilleurs retours, voir comment tout fonctionne depuis la dernière fois où nous nous sommes rencontrés à Kigali en novembre. Donc, j'espère que ça vous aide. Je suis désolée, on entend de nouveau plus l'oratrice. Voilà, cela vous montre ce que nous avons fait et ce que nous prévoyons de faire dans les mois à venir. Merci beaucoup. Merci Joyce et merci d'avoir quand même fait en sorte de nous rejoindre. Est-ce que quelqu'un a une question pour Joyce? No, that's all right too. I think if there's no more questions or any more comments, d'autres commentaires, je vais
Pour ceci, je voulais juste remercier tout le monde d'avoir été ici, remercier Pierre de nous avoir rejoints et merci à Joyce d'avoir trouvé le moyen de nous rejoindre. Nous allons partager la vidéo et les planches avec tous les participants. Donc voilà, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Je sais que c'est lundi, donc c'est pas toujours le jour le plus agréable pour participer à un webinaire. Et c'est apprécions que vous ayez pu vous joindre à nous. Il y a encore plus de sessions, vous les verrez dans le chat. Nous vous fournissons le programme. Donc encore une fois, merci et au revoir. Thanks everyone. Bye bye. Merci à tous et au revoir.